sur le cloud. Nathaël, je te laisse te présenter et on se revoit tout à l'heure pour les questions. Très bien. Merci beaucoup. Je m'appelle Nathaël Couturier, je fais partie de l'entreprise Red Alert Labs que je présenterai rapidement dans le diaporama. Et du coup, je vais présenter ce que j'ai fait durant mon stage dans cette entreprise. Et le stage s'intitule Évaluation de la sécurité IoT. Pour commencer, un plan de la présentation. Donc, je vais commencer par présenter mon parcours universitaire, puis présenter l'entreprise, faire une introduction générale sur l'IoT et les objets connectés, décrire rapidement le stage, puis rentrer un peu plus dans les détails de chaque étape. Puis après, je parlerai un peu plus de technique avec des exemples, quelques exemples d'exploitation que j'ai pu faire pendant le stage. Mon parcours, j'ai commencé par étudier les maths à l'université de Poitiers. J'ai fait une licence et informatique, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Et notamment en maths, on fait aussi de l'algorithmique. Et donc ça, c'était vraiment une matière que j'appréciais. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas me diriger davantage vers l'informatique. Et donc, je suis parti à l'université de Bordeaux faire un master qui s'appelle CSI, cryptologie et sécurité de l'informatique. Donc, c'est un master où on étudie notamment la cryptologie, la sécurité informatique, les cartes à puce et la rétro-ingénierie. Au sein de ce master, on doit faire un stage. Ce stage, j'ai eu la chance de le faire au sein de l'entreprise Red Alert Labs. Donc, c'est une entreprise française qui est spécialisée dans la cybersécurité de l'IoT et la certification. Sa mission principale, et c'est d'ailleurs son slogan, c'est de donner confiance dans les objets connectés, dans l'IoT. Et ça, c'est possible grâce à une expertise complète autour de la cybersécurité de l'IoT. C'est également une entreprise qui a créé la première plateforme logicielle mondiale autour de ce sujet, la sécurité et la certification IoT, et qui possède également un laboratoire de sécurité dans lequel j'ai la chance de travailler et j'ai pu réaliser mon stage. Alors, en plus de ça, il possède une équipe vraiment sympathique. C'était vraiment une super ambiance pour le stage. Une introduction assez rapide de ce que c'est l'IoT. L'IoT, c'est, depuis tout à l'heure, je parle d'objets connectés d'IoT simplement parce que c'est la traduction française de l'IoT. Et qu'est-ce que ça veut dire à la base? Ça veut dire Internet of Things. Et c'est un concept qui est assez récent. Il existe plusieurs définitions, des définitions qui sont variables. Mais on peut notamment retenir la définition de l'ENISA qui dit que l'IoT est un écosystème de capteurs et d'actionneurs interconnectés qui sont capables de prendre des décisions. À cette définition, on peut ajouter ce que dit le Conseil de l'Union européenne en matière d'IoT, à savoir qu'il s'agit en majorité d'objets composés de hardware, de software, de capteurs et d'actionneurs. Hardware et software, c'est le matériel logiciel. Je pense que la plupart d'entre vous savent ce que c'est. Capteur, c'est tout ce qui va être capable d'enregistrer des données physiques. Et actionneur, c'est tout ce qui va transformer des données numériques en données physiques. Comment est structuré un réseau IoT typique? Si on prend la définition de Eurosmart, qui est un consortium d'industriels dont Red Alert Labs fait partie, on peut les catégoriser en 5 catégories, à savoir les appareils, qui sont les objets de tous les jours, les bracelets connectés, les voitures, etc. Les passerelles ou gateways, le cœur du réseau, donc tout ce qui est communication, les serveurs et enfin les applications. Donc un exemple typique de ce qu'est un réseau IoT domestique, ça va être pour de l'éclairage. Ici, on a des ampoules connectées qui sont connectées avec un interrupteur à ce qu'on appelle un bridge ou un pont en français, via des technologies particulières qui sont spécifiques à l'IoT. Et ici, par exemple, c'est le Zigbee. C'est une technologie particulièrement intéressante pour tout ce qui est domestique. Les ampoules sont connectées au bridge et le bridge est connecté
via des communications classiques telles que le Wi-Fi ou l'Ethernet à la box Internet. Cette même box Internet est connectée, pareil, via le Wi-Fi ou l'Ethernet aux ordinateurs ou au téléphone. Et donc, on est capable de contrôler le réseau, de contrôler l'éclairage grâce aux applications qui se trouvent sur l'ordinateur ou les téléphones. Quelques chiffres et événements. Donc, aujourd'hui, on est à peu près entre 30 et 35 milliards d'objets connectés dans le monde. Et les estimations mènent ce nombre à 75 milliards en 2025. Donc, on aura des objets connectés pour tout n'importe quoi. Donc, des toasters connectés, des machines à laver connectées, des frigos connectés, ça existe déjà, mais ça sera beaucoup plus démocratisé. Cependant, les objets connectés, c'est une cible particulièrement attractive car aujourd'hui, les mesures de protection sont généralement faibles, insuffisantes ou inexistantes. En plus de ça, il n'existe pas réellement de réglementation de standards obligatoires pour le moment. Et par définition, les objets connectés sont des objets disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, les pirates peuvent tenter de les attaquer n'importe où. Et donc, ça mène à beaucoup d'événements. Donc, les premières attaques sur les objets connectés remontent à 2009 sur des paramètres connectés. Et on voit qu'il y a vraiment de plus en plus d'attaques sur ça, avec des attaques un peu plus critiques, comme sur des voitures, où les chercheurs étaient capables de prendre le contrôle de leur voiture à distance. Et donc, ça pose des vrais problèmes de sécurité physique. Si on a eu une mise en avant des objets connectés, surtout en 2016 avec le botnet Mirai, qui a ciblé uniquement les objets connectés pour constituer ce botnet et qui a réussi, avec seulement des objets connectés, à réaliser les plus grosses attaques DDoS jamais réalisées jusqu'alors. Donc, un peu le contexte du stage. Donc, aujourd'hui, toutes les organisations sont susceptibles d'avoir des attaques informatiques et donc il est important d'évaluer la sécurité, notamment à l'aide de tests. Et donc, il y a des réglementations qui commencent à se mettre en place et notamment le 7 juin 2019, il y a le Conseil de l'Union européenne qui a adopté le Cyber Security Act. Donc, le Cyber Security Act, c'est une réglementation qui met en avant le fait qu'il faut renforcer la confiance, notamment dans les objets connectés, et ça colle vraiment bien au principe qu'essaye de mettre en avant Red Alert Labs, à savoir donner confiance dans les objets connectés. Et pour ça, le Cyber Security Act prévoit et définit 3 niveaux d'assurance, à savoir les niveaux basiques, substantiels et high. Et donc, mon stage, je me suis pas mal basé sur ces différents niveaux d'assurance pour prendre en compte ces réglementations européennes. Et j'ai également essayé de construire quelque chose en prenant en compte les différentes approches, à savoir black box, grey box et white box, afin de pouvoir cadrer le plus de cas possible. Donc, la description du stage. Dans un premier temps, ça a été une phase de découverte et d'apprentissage, notamment pour cerner plus précisément les objectifs du stage, prendre en compte l'existant, et une grosse partie du travail qui était identifier les spécificités de l'IoT. Et donc, on parle de spécificité de l'IoT, pas particulièrement parce que c'est des technologies conçues pour l'IoT, même s'il y a de ça aussi, mais aussi parce que c'est des technologies qui existent, mais où l'IoT l'utilise très régulièrement. Donc, par exemple, on va trouver des technologies spécifiques à l'IoT, dont le Zigbee dont je parlais tout à l'heure, le Bluetooth qui est connu, mais le Bluetooth Low Energy qui est conçu un peu plus pour tout ce qui est objet connecté, et des technologies plus classiques comme le Wi-Fi. Donc après, il a fallu élaborer une méthodologie d'évaluation. C'était vraiment le cœur du stage, à savoir mettre en place une méthodologie d'évaluation.
Donc ça, qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver? J'ai d'abord fait un état de l'art de la surface d'attaque des objets connectés en matière de sécurité informatique. Et après, il a fallu identifier tous les outils qui permettent de mettre en place ces tests qui ont été recensés grâce à l'état de l'art. Et il faut également tester l'efficacité des outils, mettre en place tous les environnements de test pour que les outils fonctionnent et avec tout ça, élaborer une méthodologie d'évaluation de la sécurité de l'IoT, toujours en repensant aux réglementations et notamment au Cybersecurity Act et donc en pensant à ces différents niveaux d'assurance. Et pourquoi, dans quel but a été réalisée cette méthodologie? Donc, c'est vraiment pour donner confiance dans l'IoT et ça se fait notamment à travers des schémas de certification européens et qui s'appuient sur des réglementations européennes telles que le cybersécurité. Donc, dans ces schémas de certification, souvent, on trouve de l'analyse de risque, de l'évaluation et de la validation. Et du coup, mon stage a été vraiment concentré sur la partie évaluation. Et le but, c'était de protéger les objets connectés et les utilisateurs afin qu'ils puissent avoir confiance dans les objets qu'ils utilisent et qu'on puisse leur assurer un niveau minimum de sécurité afin de protéger leurs données. Donc après, je vais revenir un peu plus en détail sur chacune des étapes du stage. Donc la première partie, ça a été découverte et apprentissage, comme je le disais. Donc dans un contexte un peu particulier. Donc dans un premier temps, j'ai pu passer 2 semaines en entreprise, ce qui m'a permis de découvrir les locaux, découvrir l'entreprise, ses objectifs, ses missions, et de oui, Ouais, Nathal, ton micro a été coupé. d'accord. Donc, je vais répéter. Donc, j'ai pu passer 2 semaines en entreprise pour découvrir les locaux, l'entreprise et l'équipe, et notamment pour prendre en compte l'existence qui avait déjà été fait avant que j'arrive dans l'entreprise pour amorcer tout ce stage. Et ça m'a permis de comprendre plus précisément les objectifs du stage. Après, il y a la situation sanitaire qu'on connaît tous, donc le coronavirus qui a fait son apparition et donc il a forcé à nous confiner. Ce qui avait de particulier pour mon stage, c'est que du coup, je n'avais pas accès au laboratoire de l'entreprise. Et donc, pour mettre en place les environnements de test et tester les outils, l'efficacité, c'était un peu problématique. Mais du coup, j'ai fait surtout la partie état de l'art dont je parlais tout à l'heure, et pour monter en compétences, notamment théoriques, afin de pouvoir par la suite mettre en pratique ces compétences acquises à la fin du confinement. Donc la montée en compétences théoriques, ça a été fait notamment via l'identification des spécificités de l'IoT. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a des technologies très spécifiques à l'IoT comme le Zigbee, MHM, le Z-Wave ou le Silopan, qui sont des technologies à courte portée mais qui consomment peu d'énergie. Donc pourquoi on cherche à consommer peu d'énergie? Parce que souvent on a des restrictions d'environnement quand on parle d'IoT, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'être connecté, d'être branché sur le secteur H24 pour alimenter l'objet, et donc ce qui implique de consommer peu d'énergie. Et en plus de ça, il y a parfois des restrictions spatiales, et donc les objets doivent être petits, et donc qui nécessitent d'avoir peu de traitement d'informations, et donc de consommer peu d'énergie, peu de puissance de calcul, et voilà. Et donc, on a également des technologies longue portée, comme le Sigfox ou le LoRa, et des nouveaux concurrents, notamment les technologies développées par Orange ou SFR, NB-IoT et LTE. Et enfin, des technologies beaucoup plus classiques que tout le monde connaît, comme le Wi-Fi. Quand on parle de spécificité IoT, on parle aussi de hardware.
il y a beaucoup de hardware dans l'IoT. Donc, on va retrouver des ports qui sont spécifiques à l'IoT dans le sens où un nombre très impressionnant, voire particulièrement impressionnant, embarque ce type de technologie, comme les interfaces et les ports JTAG, SPI, UART et I2C. Donc, ce n'est pas des technologies qui ont été designées pour l'IoT, mais c'est des technologies que l'IoT embarque tout le temps, quasiment. Donc, l'identification des spécificités et la montée en compétences techniques et théoriques, ça m'a permis d'écrire mon mémoire, dont le plan était le suivant, d'abord un état de l'art de la surface d'attaque, avec, en décrivant les technologies radiofréquences dont je parlais tout à l'heure, les protocoles, le hardware, ensuite en mettant des exemples d'exploitation comme je vais vous présenter par la suite, et enfin en parlant des minimisations de risques possibles. Donc, l'élaboration de la méthodologie d'évaluation, donc le cœur du stage, comment ça s'est fait? Donc, il a fallu comprendre l'existant. Et ça a notamment été fait via comprendre ce qui a été mis en place par Eurosmart. Donc, déjà, Eurosmart, qu'est-ce que c'est? C'est un consortium d'entreprises qui est fort de 25 ans d'expérience. Red Alert Labs est une entreprise qui fait partie de Eurosmart. Et donc, dans ce consortium Eurosmart, il y a eu le développement d'un schéma de certification spécifique à l'IoT en prenant en compte le Cybersecurity Act. Donc, il a fallu comprendre ce qui a été fait au sein de ce schéma de certification pour pouvoir pousser la partie évaluation. Et donc, ce schéma de certification, c'était surtout basé sur de l'analyse de risque et il y avait aussi une partie évaluation. Donc, je vais présenter un peu plus en détail la méthodologie Eurosmart pour pouvoir comprendre ce que j'ai fait par la suite. Donc, c'était notamment de l'analyse de risque. Donc, on parle d'un profil assez générique. On lui applique 3 étapes. On arrive sur ce qu'on appelle un SP ou un Security Profile, un profil de sécurité. Donc, ces 3 étapes, la première, ça va être de collecter l'information. Donc, la portée, les biens à protéger, dans quel environnement évolue l'objet. Ensuite, on va définir des principes, des choses comme les probabilités, l'impact et des listes d'assurance. Et enfin, on va décider donc, comment on réagit aux risques qui ont été définis, comment on les qualifie. On va définir des objectifs de sécurité et des exigences de sécurité afin de mettre en pratique des assurances de sécurité. Donc, plus précisément, comment ça se passe? Donc, l'analyse de risque, dans un premier temps, on va essayer de voir quelles sont les menaces qui sont susceptibles de toucher l'objet. À partir de ces menaces, on va trouver des vulnérabilités. Ensuite, donc, on fait un mapping entre les menaces et les vulnérabilités. Ça, c'est la partie 1, donc la partie collectée. Ensuite, on va définir des scénarios, c'est-à-dire que pour chaque menace, pour chaque vulnérabilité, on va définir un scénario, comment il est possible de mettre en place cette menace, via quelle vulnérabilité. On va calculer la probabilité de réussite de chaque scénario. Donc pour ça, on calcule la probabilité de chaque étape du scénario, parce qu'un scénario est décomposé en plusieurs étapes. Et on fait des petites formules assez simples. Et ça nous donne la probabilité globale pour le scénario. Ensuite, on calcule l'impact de chaque scénario. Puis, pareil, on calcule l'impact global. Et ça va nous permettre de calculer le risque. Donc, le risque, c'est juste un croisement entre le niveau d'impact trouvé et la probabilité. Et grossièrement, il y a 3 niveaux possibles, les 3 niveaux qu'on retrouve dans le Cybersecurity Act, à savoir basique, substantiel et acte. Ces risques nous permettent de trouver une liste potentielle d'activités d'assurance de sécurité. Et donc, tout ça, c'était la partie 2, à savoir la partie définir. Ensuite, on rentre dans la partie 3, décider. On décide comment gérer le risque. Donc, il y a plusieurs cas possibles. On peut notamment choisir de l'éviter, de l'accepter ou notamment de le réduire. Et dans le cas où on choisit de réduire le risque,
on définit des objectifs de sécurité, puis des exigences de sécurité, et enfin une liste d'activités d'assurance de sécurité. Et on apprend la PSA qu'on avait tout à l'heure et cette nouvelle liste, on tombe sur la liste finale des assurances de sécurité, ce qui nous permet de générer un security profile. Donc, à quoi ressemble le security profile? Ça ressemble à ça. Donc, on reprend tout ce qu'on a tracé, donc les menaces, les biens protégés, les vulnérabilités, les impacts, les probabilités, et à la fin, on a un risque. À partir de ce risque est défini des objectifs de sécurité et des exigences de sécurité, ainsi que des assurances de sécurité. Donc, dans les assurances de sécurité, on retrouve deux catégories, la catégorie analyse de conformité, la catégorie analyse de vulnérabilité. Donc, dans l'analyse de conformité, on va avoir tout ce qui est revue de documentation, revue de code source, où on va tester la sécurité fonctionnelle des objets. Et pour l'analyse de vulnérabilité, donc ça va être des choses plus classiques, entre guillemets. Donc, ça va être du scanning, tester la robustesse avec des tests basiques ou avancés, faire du pentest intrusif ou non. Donc, en gardant ça en tête, moi, du coup, j'ai essayé de développer une méthodologie d'évaluation. Donc, dans un premier temps, j'ai développé une liste de tests dont on peut voir un extrait actuellement. Donc, en mettant en avant les spécificités avec, par exemple, ici le JTAG, le test qu'on pouvait réaliser, quel était l'outil physique nécessaire et l'outil logiciel nécessaire, toujours en gardant cette relation avec le Cyber Security Act et la certification Eurosmart et en classifiant le niveau auquel ces tests étaient affectés. Donc, par exemple, on peut considérer que pour faire tester si un port UART est actif ou non, ça va être du niveau substantiel. Et j'ai également mappé ça, à savoir si c'est des tests white box, grey box ou black box. Donc ça a été une grosse partie, à savoir lister tous ces tests, voir lesquels on était en mesure de réaliser, tout ça. Et donc, pour faire ça, j'ai mis en place la liste d'outils qui était en lien avec la liste de tests, et donc avec les spécificités de l'outil, une description. Donc ça, c'est vraiment dans la partie évaluation qui fait suite à la partie analyse de risque. Et j'ai fait des choses un peu plus classiques, à savoir vraiment mettre en place une méthodologie d'évaluation. Donc, par exemple, des méthodologies pour du pentest IoT classique. Donc, je vais revenir un peu dessus par la suite. Et des méthodologies beaucoup plus spécifiques, par exemple, pour l'analyse de Bluetooth Low Energy, avec des choses plus poussées, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand on cherche à analyser du Bluetooth Low Energy. Donc, la méthodologie classique, on peut la résumer de la façon suivante avec la mind map présentée. Donc, en fait, on va prendre un peu tout l'écosystème IoT et on va voir ce qu'on est capable de faire pour chaque partie de cet écosystème. Donc, par exemple, on va avoir du hardware, du network, du radio-frequency, donc tout ce qui est Z-Wave, Zigbee, Bluetooth. Le hardware, ça va plus être des ports JTAG, UART, etc., dont je parlais tout à l'heure. Et on va également s'intéresser aux services cloud qui peuvent être fournis, aux applications, au firmware et au système. Donc ça, c'est vraiment pour résumer globalement la méthodologie. Par exemple, pour du hardware, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et on est capable de regarder des interfaces série et d'essayer de dumper du firmware à travers cette interface. Donc la partie un peu plus technique maintenant, à savoir les exploitations que j'ai pu faire au cours de ce stage. Donc l'une des premières choses que j'ai pu faire, même à distance pendant le confinement, ça a été faire de l'analyse firmware.
Donc, j'ai pu analyser 3 firmware. Le DAM vulnérable ARM router, qui est un firmware de routeur volontairement vulnérable. Le firmware d'une prise connectée qui est un réel objet et donc qui n'est pas censé être vulnérable. Et un firmware particulièrement intéressant qui est développé par le WASP, qui s'appelle IoT-GOT. Et c'est un firmware volontairement vulnérable avec des vulnérabilités basées sur le WASP IoT Top 10. Et donc, de cette analyse de firmware, j'ai mis quelques exemples de vulnérabilités classiques qu'on retrouve et qui font notamment partie du WASP IoT Top 10. Les vulnérabilités que j'ai mis en surbrillance, c'est vraiment celles qu'on trouve très fréquemment et qui pourtant seraient assez simples à, à protéger. Donc, il y a notamment les mots de passe. Les mots de passe pour l'IoT, c'est presque un fléau parce que, par exemple, pour Miral, ça a été un botnet qui a été capable d'infecter plusieurs centaines de milliers d'objets connectés avec une liste de 63 mots de passe. Donc, c'est vraiment quand il y a un mot de passe, il peut être par défaut. Et encore, c'est quand il y a un mot de passe, parce que régulièrement, il n'y a pas de mot de passe, on a directement accès au système de fichiers ou des choses comme ça. Un autre fléau, c'est les composants non à jour, alors que ça serait quelque chose de facile à vérifier. Et ça, il y a beaucoup de vulnérabilités qui sont présentes parce que les composants ne sont pas à jour. Et on trouve également les paramètres par défaut. Et après, il y a des vulnérabilités un peu plus classiques qu'on trouve dans d'autres technologies de l'information également, comme les backdoors persistantes ou les vulnérabilités existantes. Donc après, j'ai pu faire de l'exploitation hardware. Donc ça, c'était vraiment une partie très intéressante parce que l'exploitation hardware, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion d'étudier dans le cursus universitaire, en tout cas celui que j'ai fait. On n'a pas du tout étudié, du coup on étudie un peu la méthodologie, c'est des méthodologies d'exploitation, de pentest, qui peuvent être réutilisées, mais vraiment pour le hardware, c'est très spécifique et particulièrement dans l'IoT, il y a beaucoup de hardware. Donc dans un premier temps, je me suis intéressé à un objet qu'on a en laboratoire qui s'appelle le DivaBoard, qui est un objet développé par Exploit, anciennement Payatu, et qui est un objet, un board volontairement vulnérable. Et donc, dans un premier temps, souvent quand on fait du hardware, on cherche l'interface UART. Et donc, l'UART, qu'est-ce que c'est? C'est un composant utilisé pour faire la liaison entre l'ordinateur et l'objet, qui va en fait transformer les données qui transitent en parallèle dans l'ordinateur en série dans l'objet, et inversement. Donc, l'UART, c'est composé de 4 broches qu'on peut aussi appeler pins. C'est ce qui correspond aux petits bitoniaux qui sortent du board. Et donc, l'UART est composé de 4 broches. Donc, ici, on a les zones de broches que j'ai mis en avant en rouge. Et donc, l'UART correspondrait sûrement à la zone 1. Donc, l'exploitation hardware, c'est vraiment la méthodologie est un peu la même que l'exploitation software. Dans un premier temps, on va faire de l'analyse. Donc ici, l'analyse, c'est essayer de voir sur le board à quoi correspond quelle zone. Et ensuite, on va faire de l'identification. Donc une fois qu'on a une idée de à quoi correspond, à quelle zone correspond à l'UART, on va identifier chaque broche, chaque pin, en commençant notamment par le pin ground. Donc, j'ai pas dit, mais TX, c'est le pin qui transmet, RX, celui qui reçoit, et ground, c'est la terre, VCC, c'est l'alimentation. Donc, pour trouver le ground, c'est très simple. On prend un multimètre classique, on le met en mode ohmmètre, on met notre broche noire sur quelque chose qu'on sait relié à la terre et on fait défiler la broche rouge sur les différents pins. Et quand le voltmètre, l'ohmmètre s'illumine et fait le bip, ça veut dire qu'on est sur une broche terre. Donc ça, c'est la broche la plus facile à identifier. Et après, pour identifier le reste, donc il y a plusieurs options possibles. Soit on peut y aller assez brutalement avec un oscilloscope numérique, mais c'est un objet qui coûte très cher et qui est un peu beaucoup trop élaboré pour ce qu'on cherche à faire, à savoir identifier les pins UART. Et donc, pour ça, il vaut mieux utiliser des analyseurs logiques.
qui sont un peu onéreux aussi, ou alors des outils spécialement designés pour ça, comme le JTagulator qui est développé par Joe Graham. Donc c'est cette option qui est choisie ici. Et donc, comment ça se passe? Ben, tout simplement, en fait, on branche le ground sur le ground, du JTagulator sur le ground du Divabord. Et ensuite, tout ce qu'on cherche à identifier, qu'on ne connaît pas, on branche sur le JTagulator et le JTagulator va quasiment tout faire. Donc, la seule chose qu'on a à faire, c'est ouvrir un émulateur de communication série sur notre ordinateur, lancer cet émulateur avec le bon baud rate pour que ça fonctionne avec le JTagulator, et on lui demande de nous identifier les pins UART. Ça nous sort un résultat comme ça, donc on retrouve les pins ground, RX, TX et VCC. Et donc, comme sur l'exploitation software, après la phase d'analyse et d'identification, il y a la phase d'exploitation. Et donc pour ça, on va utiliser soit ce qu'on appelle un câble FTDI, ou alors des USB tout TTL. Donc on fait les bons branchements, les bonnes couleurs sur les bons branchements. Et pareil, avec un émulateur de communication série sur notre ordinateur, on communique avec le Divabord. Donc ici, ce n'était pas très intéressant, c'était juste les relevés de température de la pièce. On était en été, il faisait 29 degrés, voilà. Mais sinon, des fois, on peut, à travers le port UART, communiquer avec l'objet, et sauf que là, on ne pouvait que recevoir de l'information. Mais lorsqu'il est possible de communiquer avec l'objet, donc on peut avoir une phase d'authentification ou non, si l'objet n'est pas protégé par un mot de passe. Et donc, à partir de là, il est possible de fouiller dans l'explorateur de fichiers, dans le système de fichiers, et de trouver des choses critiques parfois. Donc après, on peut notamment s'intéresser à l'exploitation JTAG. Donc le JTAG, qu'est-ce que c'est? C'est une norme industrielle qui à la base sert à faire du débogage des processeurs et du test de diagnostic. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement présent sur tout type d'objets, mais notamment sur l'IoT. Et donc il est composé de 5 broches classiques qui sont TMS, TCL4, TDO, TDI et Reset. Et souvent 2 broches en plus, à savoir VCC et GNU. Donc comme tout à l'heure, première phase d'analyse, donc le JTAG il est composé de 2 lignes de pins, donc ça correspondrait aux zones 2 et 3. Cependant, il est associé au processeur, donc souvent il va être assez près du processeur. Donc ici, on pourrait penser que c'est la zone 2, mais la zone 2 est plus proche des mémoires qui sont là, en bleu, et donc il vaut mieux s'intéresser à la zone 3 qui est toute seule et qui semble reliée au processeur. Donc pareil, après on fait de l'identification, d'abord ground sur ground, et la ground on l'identifie avec le voltmètre. On branche tous ceux qu'on ne connaît pas sur notre JTagulator qui s'appelle JTagulator parce que la base c'est prévu pour de l'exploitation JTAG, et on lui demande de nous identifier tout ça. Donc il nous sort un résultat, les 5 broches qu'on cherche à trouver, et 2 broches ground. Donc là, la phase d'analyse et d'identification est terminée, donc de l'exploitation. Donc pour l'exploitation JTAG, il y a beaucoup d'objets qui existent. Moi, j'ai pu utiliser le bus pirate, mais il existe aussi un autre outil développé par IoT qui s'appelle le Nano USB, il y a Shikra, ou il y a encore le Atifi Batch. Et pour faire de l'exploitation JTAG, on va utiliser un logiciel qui s'appelle OpenOCD. Et OpenOCD, pour fonctionner, il a besoin de 2 fichiers de configuration, le fichier de configuration de la cible et le fichier de configuration de l'outil qu'on utilise. Donc, le fichier de configuration du bus pirate, il est fourni dans les fichiers OpenOCD. Mais par contre, pour le fichier de configuration de la cible, il faut connaître le processeur de la cible. Donc pour ça, plusieurs possibilités. Pareil, si on a de la chance, on peut trouver ça dans la documentation quand la documentation est accessible. Sinon, il faut prendre 2 bons yeux, une bonne loupe, et on va regarder directement sur le processeur ce qui est marqué quand c'est pas effacé. Et donc ici, on voit STM32F4. Et du coup, ça, soit
on a déjà le fichier dans la base de données d'OpenLCD, ou alors on peut tenter notre chance sur Google en tapant ce qu'on a trouvé sur le processus suivi de OpenLCD. Une fois qu'on a les deux fichiers de configuration, on relance OpenLCD et on tombe sur une interface de ce type. Donc en haut à gauche, on a notre DivaBoard qui est en train de fonctionner. Donc là, il me demandait un mot de passe. J'ai rentré AABBCCDD. Ici, on a le serveur OpenLCD qui tourne, donc qui est relié au bus Pyramide qui lui-même est relié au DivaBoard. Et on se connecte via Telnet, par exemple, à ce serveur OpenLCD. Ensuite, du coup, via ce serveur, on peut passer en mode debug via la commande Alt, par exemple. Et à partir de ça, on peut inspecter les registres, notamment trouver les stack pointers ou des choses comme ça. Et à partir de là, dumper la mémoire qui se trouve autour de ça. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, on trouvait quelque chose comme ça. Donc, on retrouvait bien le AABBCCDD que j'avais rentré, suivi de backend%s. Donc ici, juste en tentant backend%s, évidemment, c'était le mot de passe qu'il fallait trouver. Et donc, ça marche. Mais parfois, il est également possible de dumper tout le firmware à partir du JTAG, donc de modifier ce firmware et de le remettre dans la mémoire de l'outil, de l'objet connecté. Pardon. Et donc, on se retrouve avec un objet connecté qui n'a pas le bon firmware si il n'y a pas de principe de signature ou de choses comme ça. Donc j'ai pu faire un peu après aussi un peu d'exploitation radiofréquence. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'objet connecté, ça s'articule notamment autour du hardware et de la radiofréquence, il y a également des protocoles. Mais la radiofréquence, c'est quelque chose d'assez classique. Et je vais vous parler de deux attaques qui sont extrêmement classiques, mais qui pourtant fonctionnent encore sur certains objets aujourd'hui. Donc on trouve notamment l'attaque par rejeu. Donc qu'est-ce que c'est l'attaque par rejeu? C'est juste qu'on a une télécommande, une porte, on appuie sur le bouton de notre télécommande, ça ouvre la porte. Si un attaquant qui est dans le coin, qui écoute tout ce qui se passe sur cette zone de fréquence, il va pouvoir récupérer le signal et le rejouer peu importe quand pour pouvoir ouvrir la porte et rentrer chez la personne quand la personne n'est pas là. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent aujourd'hui, notamment sur les sonnettes, les portails, des choses comme ça, et que j'ai pu expérimenter. Une autre attaque classique, c'est l'attaque par relais qui fonctionnait notamment sur les Tesla au début, donc qui est assez classique et pourtant des grands industriels se laissent savoir. Donc, par exemple, on a une clé qui émet constamment. Cette clé, quand on l'approche de la voiture, ça démarre la voiture. Et voilà. Et il suffit que la clé soit posée dans l'entrée d'un individu, qu'un attaquant se positionne derrière la porte, qui rejoue ce qu'il arrive à intercepter, et du coup il rejoue le signal, ça démarre la voiture, et donc il est possible de partir avec la voiture. Donc notamment ces deux attaques, c'est des choses que j'ai pu expérimenter sur les radiofréquences, les technologies de radiofréquence, donc 433 MHz et également l'infrarouge. Pour le 433 MHz, j'ai notamment pu utiliser le HackRF pour rejouer un signal de sonnette et donc pouvoir faire sonner n'importe quand. Et pour l'infrarouge, avec un objet qui s'appelle l'infrarouge TOI et qui permet de... Donc ça, j'ai pu expérimenter sur la clim. Et donc on reçoit des choses de cette forme-là et qu'on est capable de rejouer tel quel et ça fonctionne. Donc après, il y a des technologies radiofréquences un peu plus compliquées quand même, notamment le Bluetooth Low Energy, mais des exploitations existent et on peut notamment avoir des exploitations de la télé, du cinéma, par exemple dans la série Mister Robot. Il y a un épisode où le protagoniste principal arrive à hacker un clavier et donc rentrer au fur et à mesure dans une prison, etc. Et donc ça peut vraiment se passer comme dans la série, à savoir on liste les appareils à proximité, on scanne un appareil en particulier, on récupère l'identité de cet appareil, on usurpe
c'est l'appareil et du coup, on simule cet appareil et les gens qui voudraient se connecter à l'appareil réel se connectent en fait à l'appareil simulé et donc le pirate peut récupérer ce qui transite. Ou alors il y a des attaques plus classiques comme juste sniffer le Bluetooth d'énergie, découvrir les services disponibles. Comme je disais tout à l'heure, l'attaque par rejet fonctionne aussi sur certains objets qui fonctionnent en Bluetooth d'énergie. Ou alors on peut simplement déchiffrer les trames. Dans la vraie vie, c'est pas comme dans les séries, ça ressemble plus à ça, un test de Bluetooth to Energy. Donc, on a un outil qui s'appelle le Ubertooth One, qui est un bon outil en soi, et qui intercepte tout ce que cette ampoule connectée communique avec un smartphone. Et on a notre Wireshark à côté pour déchiffrer tout ce trafic. Donc, pour conclure rapidement, le nombre d'objets connectés, c'est vraiment quelque chose en expansion. Il ne cesse pas d'augmenter. Et donc, il est important de prendre la sécurité de ceci au sérieux. Ça peut se faire notamment en intégrant la sécurité dès la conception d'un objet, avec le principe de security by design, et également systématiquement, donc security by default. Et ça peut notamment se faire à l'aide de schémas de certification, des schémas de certification qui répondent à des législations européennes. Et en plus de ça, donc c'est important de faire attention dès maintenant parce que, comme je le disais, pour l'instant, on est entre 30 et 35 milliards, mais c'est un monde qui va passer sûrement 75 milliards d'ici 2025. Et donc, si on ne fait pas attention dès maintenant, on risque de construire sur des mauvaises bases qui ne sont pas sécurisées. Et on pourrait se retrouver dans des situations similaires avec Internet actuel, à savoir construire beaucoup autour de choses qui ne sont pas forcément sécurisées, comme le protocole BGP aujourd'hui. Voilà. Merci pour votre attention, de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai.